Depuis toujours, j'ai senti un décalage, comme si mon cerveau fonctionnait autrement, comme si je voyais le monde à travers un prisme différent. D'abord, j'ai cru que c'était un problème d'intelligence. En grandissant, ça ne s'est pas arrangé. Anxiété, dépression, borderline, chaque diagnostic semblait coller un peu, mais jamais complètement. Puis, vers 30 ans, j'ai découvert l'autisme. Réaction classique. Impossible. J'ai des émotions, je comprends les métaphores, je peux communiquer, et pourtant tout s'emboîtait. L'anxiété, une réaction à un monde trop intense. L'instabilité émotionnelle, une hypersensibilité sensorielle et cognitive. Le stress post-traumatique, un système nerveux jamais régulé. Mais avant de commencer, quelques mots sur moi. Je m'appelle Yana. Je suis neuroatypique avec quelques autres diagnostics en bonus. Je viens de Russie, mais je vis en France depuis quelques années. J'aimerais partager mon expérience et trouver des gens qui se reconnaissent dans ce que je vis. Comme c'est pas facile pour moi de le faire en vrai et que l'adaptation est un peu galère, je me suis dit que j'allais tenter avec un blog. Franchement, je suis super stressée parce que mon français est loin d'être parfait. Alors soyez cool avec moi, s'il vous plaît. Mais alors, en ce qui concerne neurodivergence, je suis sûre que je ne suis pas seule. L'autisme adulte est flou, masqué par l'environnement et les stratégies d'adaptation. On entend souvent, c'est juste de l'anxiété. Tu fais une dépression, t'es juste hypersensible. Moi aussi, j'y ai cru, parce qu'on m'a appris à voir mes difficultés comme des problèmes isolés, alors qu'en réalité, c'est un fonctionnement global. L'autisme, ce n'est pas une liste de symptômes qui apparaît soudainement. C'est une structure, un câblage cérébral unique qui façonne notre façon de penser, de ressentir, d'apprendre. Et avec le temps, ce décalage peut mener à l'anxiété, la fatigue chronique, les troubles de l'identité et beaucoup d'autres problèmes. J'ai préparé un tableau. Oui, et le mot, je ne suis pas designer, mais regardez bien, tout est lié. Ces caractéristiques expliquent ce sentiment d'être différent depuis toujours. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ces bases neurologiques et de mon propre parcours. Parce que chez moi, l'autisme se superpose à un TDAH ultra présent. Autant dire que c'est pas simple. Et bon, on commence avec une de mes particularités les plus marquantes, la façon dont mon attention fonctionne. Et ça, c'est depuis toujours. Vous avez déjà entendu parler de monotropisme? Peut-être, mais sinon, je vais vous expliquer ce concept. Le cerveau humain, par nature, fonctionne en mode polytropique, c'est-à-dire qu'il peut répartir son attention sur plusieurs choses en même temps. En un instant, une personne neurotypique peut jongler entre différentes tâches, suivre une conversation de groupe, tout en pensant à ses projets de vie. Bref, son attention est un peu partout et c'est absolument normal. Mais pour un cerveau autistique, c'est une autre histoire. Il ne peut presque pas fonctionner en mode polytropique. Bon, un cerveau monotropique, c'est quoi exactement? C'est un cerveau qui met toute son énergie sur un nombre très limité d'intérêts à un moment donné. Et surtout, il reste beaucoup moins de ressources pour faire autre chose. Du coup, ça explique pas mal de choses qu'on retrouve souvent chez les neurodivergents. Hyperfocus, hyperfixation, intérêt spécifique, etc. C'est difficile de s'arrêter et de passer à autre chose quand on est plongé dans un sujet. Galère pour dévier son attention quand c'est nécessaire, main en pleine conversation. Bref, le monotropisme, c'est une autre façon de vivre l'attention avec ses forces et ses défis bien sûr. Bref, on peut dire que c'est un mode de vie pas super sympa, il est toujours avec moi, j'ai presque 35 ans et c'est toujours comme ça avec mon attention et mon cerveau monotropique. Parfois, oui, on peut le considérer comme super pouvoir, mais très rarement. En général, c'est dur, c'est compliqué. Eh ben, mon cerveau est totalement monotropique, ce qui veut dire qu'il se concentre à fond sur un seul truc à la fois. Et quand je dis à fond, c'est vraiment jusqu'à l'obsession. Résultat, quand je suis absorbée par quelque chose, il ne reste plus aucun espace libre pour le reste. Les conséquences, je peux me plonger dans un sujet, une activité, un hobby pendant des heures, sans voir le temps passer. Et en oubliant ma physiologie aussi.
Impossible de me faire décrocher. Quand j'étais petite, ma grand-mère venait me voir après 5 heures non-stop en me disant « Mais arrête un peu, tu deviens folle !» Changer de tâche est un cauchemar. Si je suis lancée sur un truc, je ne peux pas m'arrêter. Et si on m'interrompt, c'est comme si on me forçait à sauter d'un train en marche. Même dans les interactions sociales, ça se voit. Si je suis plongée dans mes pensées ou dans un sujet, je ne peux pas entendre qu'on me parle. Et ce n'est pas du tout un manque de respect. C'est juste que mon cerveau ne sait pas diviser son attention. Et à l'école, je voyais ça comme un super pouvoir. Genre, moi, je peux faire ça alors que les autres non. C'est incroyable. Mais plus tard, j'ai compris que ça posait plus de problèmes que ça apportait d'avantages. Parce que ce focus ultra serré, il s'applique à tout. Soit je fais un truc à l'obsession, soit je le fais pas du tout. Il y a zéro équilibre, juste des extrêmes. Déjà ado, j'ai réalisé que je voyais le monde uniquement à travers la lentille de mes intérêts du moment. Tout tournait autour d'eux. Mon comportement, mes réactions, ma vision de la réalité, mes objectifs, mes projets, même mon humeur. Absolument tout. Et comme la deuxième caractéristique, on peut aussi parler de l'inertie autistique. Du coup, c'est juste une partie du fonctionnement d'un cerveau monotropique. Si je commence à faire un truc, je ne peux plus m'arrêter. Même par la force. Tu me détaches pas. Je veux me battre. C'est pas juste un petit souci, c'est vraiment pas de logique. Et alors, changer de tâche, c'est encore pire. Genre, ok, j'ai réussi à finir, mais après, je reste bloqué. Je fixe un mur. Je suis incapable de bouger, physiquement, peu importe ce que je fais. Si je commence à ranger, je ne peux pas m'arrêter pour faire autre chose. Si je finis une séance de sport, je sais qu'il faut que je me change et que je rentre direct. Parce que si je m'assois, c'est fini. Je reste figé. Et ça marche aussi pour les grands trucs. Si je suis coincé dans un processus, je ne peux juste pas commencer un truc nouveau. Et une autre caractéristique que j'ai depuis toujours, je pense en tout ou rien. Chez moi, il n'y a pas de gris, pas de nuance, c'est soit blanc, soit noir. Quand j'étais enfant, soit je suis la meilleure élève de la classe, soit je suis une incapable. Soit une personne est géniale, soit elle est horrible et je ne veux plus jamais lui parler. Soit j'adore un projet et je ne pense qu'à ça, soit il n'a plus aucun intérêt et je l'abandonne totalement. D'ailleurs, cette pensée noir et blanc est super fréquente chez les personnes avec un trouble borderline ou de l'anxiété. On catégorise tout très vite et on réagit émotionnellement à fond sur chaque truc. Mais là où c'est encore plus lié à l'autisme, c'est dans la façon dont je construis ma vision du monde. Enfin, je pensais que le monde fonctionnait d'une certaine manière et si quelque chose venait perturber ça, c'était la panique totale. Par exemple, si un plan changeait au dernier moment, je ne pouvais pas comprendre que ce n'était qu'un petit ajustement. Pour moi, c'était une catastrophe absolue. Quelques exemples. Les règles sont immuables. Si une règle existait, elle devait être suivie à la lettre. Si un prof disait qu'il ne fallait pas parler en classe et que quelqu'un le faisait, je ne comprenais pas pourquoi elle n'était pas immédiatement punie. Ça me semblait absurde. Une fois, à l'école, on nous avait expliqué que le rouge était réservé aux profs pour corriger. Moi, je l'ai prise au pied de la lettre. Quand j'ai vu un camarade utiliser un stylo rouge pour écrire dans son cahier, j'ai paniqué et je lui ai dit qu'il faisait une énorme erreur. Lui, il ne comprenait pas pourquoi j'étais aussi stressée. Ou deuxième exemple concernant l'inattendu. Si un plan changeait au dernier moment, je ne pouvais pas comprendre que ce n'était qu'un petit ajustement, comme j'ai déjà dit. Pour moi, c'était une catastrophe absolue. Encore aujourd'hui, si mon mari me dit « on va s'arrêter quelque part en route », mon cerveau frise. J'ai besoin de prévoir à l'avance, sinon je bloque. Une fois, quand j'étais ado, ma famille avait décidé de changer de restaurant au dernier moment. J'ai littéralement fondu en larmes, pas parce que j'aimais absolument le premier resto, mais parce que dans ma tête, tout était déjà organisé. Changer signifiait réécrire tout mon plan mental et ça me paraissait impossible.
En grandissant, j'ai appris à repérer ces schémas et à les déconstruire, mais ça reste un fort conscient. Mon cerveau n'aime pas l'ambiguïté. Il aime quand tout est carré, défini, logique. Et le monde, lui, il ne marche pas comme ça. Et bien sûr, tout ça est lié à une grosse rigidité cognitive. Ce n'est pas juste une préférence pour la routine, c'est un vrai blocage neurologique. L'inflexibilité cognitive n'est pas simplement une mauvaise habitude ou une croyance erronée, comme je suis habituée à m'inquiéter et je m'inquiète tout le temps. C'est en réalité une difficulté liée à la fonction exécutive du cerveau qui gère la flexibilité mentale, l'adaptation aux nouvelles situations et la gestion du changement. Par exemple, quelques signes de l'inflexibilité chez moi. Difficulté à changer de tâche. Si je suis en train de faire quelque chose, il me faut un temps fou pour enchaîner sur autre chose. Deuxièmement, peur du changement. Même les petites modifications me stressent à un niveau absurde. Puis, fixation sur ma propre vision des choses. Si on me dit qu'il y a une autre façon de faire, mon cerveau bague. Problème avec l'imprévu. S'il me faut improviser, c'est la panique. Routine ultra importante. Si je fais quelque chose d'une certaine manière, il m'est très difficile de changer. Difficulté à adopter mes connaissances. Je comprends une idée dans un contexte, mais j'ai du mal à l'appliquer à une autre situation. C'est pour ça que des choses aussi bêtes que changer un itinéraire parce qu'une route est fermée peuvent me mettre en stress complet. Et ne parlons même pas des choses plus importantes comme devoir modifier un projet ou un objectif de vie. C'est comme si mon cerveau refusait de s'adapter totalement. Et cinquième, déjà caractéristique, ce sont les crises nerveuses, dysrégulation émotionnelle et système nerveux en freestyle. Alors, même si j'étais une enfant hyper sage, j'avais des crises nerveuses tout le temps. Parfois pour des raisons qui semblaient insignifiantes, parfois pour des trucs vraiment importants. Par exemple, si un plan changeait au dernier moment, c'était fini pour moi. Je pouvais partir en crise incontrôlable. Pas pour manipuler, rien. Pas du tout en mode si je pleure assez fort, ils vont céder. Non, c'était juste une réaction brute. Je paniquais tellement que je me mettais à crier, à hyperventiller. Je me souviens d'un épisode en particulier très étrange. J'avais environ 10 ans, on devait partir en week-end chez des amis. J'étais trop contente et là, annulation de dernière minute. Résultat, une crise de 5 heures. 5 heures. Impossible de me calmer. Ma mère et ma grand-mère étaient en panique. Elles m'ont même aspergé d'eau. Et quand enfin c'est passé, j'avais les joues complètement engourdies pendant 24 heures, comme si des aiguilles me piquaient sous la peau. Et ça, c'était un type de crise. Mais il y avait aussi celle qui, avec de recul, était clairement due à une surcharge sensorielle. En gros, je pouvais être super calme et d'un coup, bam, je hurlais comme si j'avais pété un câble. Une fois, en sortie scolaire, j'avais 13 ans, tout allait bien et soudain, j'ai explosé sans raison apparente. C'était terrible. Mais aujourd'hui, maintenant, je comprends que j'avais de raison et c'était la surcharge sensorielle. Parce que les autres enfants, leur comportement était terrible. Ils criaient, hurlaient, bah... C'était impossible. C'était un cauchemar. Et mon système neurologique, mon cerveau sont incapables de le soutenir. Non, c'est impossible pour moi, donc j'ai fini par meltdown. C'est comme on nomme les crises autistiques, explosion. Quand tu cries, tu pleures, mais c'est une réaction inconsciente. C'est une réponse à une surcharge sensorielle. C'est pas une hystérique, une caprice et d'autres choses. Et puis, il y avait l'autre extrême, les crises où je bloquais complètement, genre plus un son ne sortait de ma bouche, j'étais figée. Bref, au-delà des crises visibles, j'ai toujours eu une dysrégulation émotionnelle énorme. Je ressens tout trop fort, la joie, la tristesse, le stress, tout est amplifié.
Et surtout, je ne sais pas du tout gérer mon stress. Par exemple, à l'école, si on me demandait de réciter un truc au tableau, je me mettais à trembler tellement fort que je ne pouvais pas plus parler. Par exemple, à l'école, si on me demandait de réciter un truc au tableau, je me mettais à trembler tellement fort que je ne pouvais plus parler. Pareil au conservatoire, en audition, mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais même pas jouer. Et maintenant que je comprends mieux tout ça, je peux mettre des mots dessus. C'est un problème de régulation du système nerveux. Ma réponse au stress est ultra intense. Je passe en mode panique totale pour un rien et après, impossible de redescendre. Ça se voit même dans le sport. Je fais du crossfit depuis 6 ans. Je suis hyper entraînée et pourtant, mon rythme cardiaque en repos est 40 BPM. Mais dès que je commence une activité, même légère, ça explose à 150. En sprint, ça monte à 180, 190. J'ai vu 7 cardiologues, fait des tons d'examen et rien d'anormal. Apparemment, c'est juste une hyperactivation du système nerveux. Ce qui, vu tout ce que je viens de raconter, ne me surprend pas trop. Eh bien, puisqu'on parle du système nerveux, autant continuer avec la motricité. Alors, j'ai pas une dyspraxie sévère. J'ai marché à l'âge normal, mais par contre, parler, c'était compliqué. C'est quoi la dyspraxie? C'est une condition différente, c'est pas une partie de l'autisme, mais les gens concernés l'autisme ont très souvent cette condition. La dyspraxie est liée aux troubles de motricité, motricité globale et motricité fine. Alors, pour toi, c'est difficile de marcher, de sauter et aussi d'écrire, de coiffer, de dessiner et beaucoup d'autres choses. Alors, moi, j'ai pas une dyspraxie sévère, j'ai marché à l'âge normal, mais par contre, parler, c'était compliqué. Lire, par contre, aucun problème. Direct, je lisais des phrases entières, j'apprenais par cœur des passages entiers de livres, mais niveau motricité globale, c'était pas le joie. Descendre des escaliers, catastrophe. Je tombais tout le temps. Sauter à cloche-pied, oublie. Grimper aux arbres, même pas en rêve. J'avais tout le temps peur et je restais à l'écart. Et la motricité fine, c'était encore pire. Écrire, impossible. Il y avait des lettres que je ne pouvais pas tracer. Je galérais à faire les cahiers de maternelle où il faut juste faire des petits traits et des ronds. Résultat, aujourd'hui, à 34 ans, j'ai un pire écriture que mon fils de 11 ans. Et dans la vie quotidienne, c'est pareil. Je casse tout, je renverse tout, j'ai explosé toute la vaisselle de la maison, j'ai un mal fou à tourner un clé dans une serrure, et ne parlons même pas de me coiffer ou me maquiller. Ah, et fun fact, pendant longtemps, les gens pensaient que j'étais gauchère contrariée. Mais non, en fait, je suis plutôt ambidextre foireuse. Il y a des trucs que je fais bien qu'avec la gauche, d'autres qu'avec la droite, et au final, la galère des deux côtés. Et si on parle de motricité, on peut aussi discuter le stimming, c'est une partie très grave de l'autisme et de TDAH aussi. Alors, le stimming, j'en fais beaucoup. Petite, je faisais des mouvements répétitifs avec les mains. Et maintenant, si vous pouvez modifier combien de mouvements avec mes mains je fais, c'est incontrôlable, totalement incontrôlable. Mais pour moi, c'est le moyen de me concentrer, de penser, de parler un peu mieux. Si mes mains sont serrées, pour moi, c'est impossible de parler, de réfléchir de quelque chose d'important. C'est fou, je sais. Et alors petite, je faisais des mouvements répétitifs avec les mains, je manipulais tout le temps des objets, et bien sûr, les autres enfants me faisaient des remarques horribles. Du coup, j'ai appris à me contrôler. Enfin, c'est ce que je croyais. Parce que quand je regarde mes vidéos, mes entraînements, je vois bien que je stimule tout le temps. Avec mes mains, mon visage, mes dents, ma bouche. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Et bon, en tant qu'on parle de motricité, il faut aussi parler de la
proprioception et de l'interoception. La proprioception, c'est ce que te permet de savoir où est ton corps dans l'espace. Et clairement, chez moi, il y a un souci. Vu ma dyspraxie, c'est logique. Mais l'interoception, c'est encore un autre problème. C'est le sens qui nous permet de ressentir nos besoins internes. Faim, soif, fatigue, besoin d'aller aux toilettes. Et moi, zéro perception. La soif, ça va encore. Mais la faim, je peux passer une journée entière sans manger et ne m'en rendre compte que quand je suis au bord du malaise. La fatigue, pareil. Je peux être complètement épuisée et ne réaliser qu'après coup que j'aurais dû m'arrêter. Et alors, aller aux toilettes, c'est la galère totale. Soit je ne ressens rien du tout, soit je réalise trop tard que j'ai besoin d'y aller. Bref, c'est un vrai problème de communication entre mon cerveau et mon corps. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Ce ne sont pas toutes les caractéristiques, bien sûr, mais c'est juste que je raconte toujours avec trop de détails. Et si je parlais de quelques autres traits, la vidéo durerait 2 heures ou plus, et ça serait trop. Mais on pourrait aussi, enfin, il faudrait vraiment parler des problèmes de communication parce que c'est carrément la base de l'autisme et si en plus t'as le TDAH, là c'est encore pire. Donc je vous en parlerai la prochaine fois, mais pour résumer, j'espère qu'avec tous les traits que j'ai mentionnés, vous avez bien compris que la neurodivergence c'est vraiment une grosse problématique. Ce n'est pas juste une habitude de penser, d'agir de telle ou telle manière. C'est vraiment la façon dont ton cerveau et ton système nerveux fonctionnent qui te pousse à penser et agir comme ça. Voilà, merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. À tout à l'heure.